De retour sur le plateau de votre matinale préférée 6-9 de Gabon 24 en direct de Libreville au Gabon ce 13 janvier 2026. Nous vous l'annoncions à l'entame de ce énième numéro. Nous allons mettre un pas dans l'histoire et depuis hier, vous vous rendez compte que vu que nous sommes sous le manteau de la Ve République, il était important pour la rédaction de Gabon 24 de revenir justement sur les éléments constitutifs de cette Ve République et nous allons tourner notre curseur sur l'une des chambres et des acteurs justement de cette chambre. En parlant de chambre, on parle donc de l'Assemblée nationale et en parlant d'acteurs, on parle donc du député. Assemblée nationale 1961-2026, mission et évolution du rôle de député. Vous avez l'opportunité de réagir sur nos différentes plateformes sociales. Je pense à YouTube et bien sûr à Facebook et à toutes les personnes qui nous regardent en direct sur leurs petits écrans ou grands écrans, parce que très souvent on dit petits écrans alors qu'il y en a, ils ont de ces pouces chez eux. C'est incroyable. Vous pouvez juste réagir. Rendez-vous sur nos plateformes sociales. Oui, voilà. Et puis, envoyez-nous vos commentaires et réactions et on se fera le plaisir de les lire en direct sur la matinale 6-9 pour parler justement des missions et évolution du rôle de député. J'ai l'honneur de recevoir le docteur Tefi Lewis et Dozomonkumu. Il est donc docteur en droit public, enseignant et chercheur à l'université Omar Bongo. Docteur, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Merci, c'est un plaisir pour moi d'être invité à nouveau. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Déjà, meilleurs vœux. Merci. Vous et moi, nous ne nous sommes pas vus depuis le début de cette année. On vous souhaite plein de bonnes choses pour cette année. Merci et à mon tour de vous souhaiter mes vœux les meilleurs. Merci beaucoup, la santé au rendez-vous. Merci beaucoup. Oui, parce qu'une fois qu'on l'a, on peut aisément chercher les autres. Exactement. Alors, aujourd'hui, on parle de l'Assemblée nationale. On va essayer de balayer notre curseur de 1961 à 2026, surtout et spécifiquement sur les missions et évolutions du rôle du député. Ma première question, elle est très... et on va prendre ce manteau de pédagogue avec vous. Vous êtes enseignant et chercheur à l'université Omar Bongo. Pour nos petits frères qui sont à la maison et qui nous regardent, c'est quoi l'Assemblée nationale et c'est quoi un député? Très bien, merci pour la question. Alors, l'Assemblée nationale est l'une des chambres du Parlement. D'après une théorie chère à Montesquieu, la théorie de la séparation des pouvoirs, il y a principalement 3 types de pouvoirs dans un État. Le pouvoir exécutif, qui est censé exécuter la loi, le pouvoir juridictionnel, qui est censé trancher les litiges et dire le droit, et le pouvoir législatif, qui est censé élaborer la loi que l'exécutif exécute. Du coup, ce pouvoir législatif, généralement, renvoie au Parlement qui est souvent composé de 2 chambres. On parle de Parlement bicaméral lorsqu'il est composé d'un Sénat et d'une Assemblée nationale. On parle également de Parlement monocaméral lorsqu'il n'est composé que d'une seule chambre, à savoir l'Assemblée nationale. Le Gabon a fait le choix d'un bicaméralisme, c'est-à-dire que notre Parlement est composé de 2 chambres, le Sénat et l'Assemblée nationale. Cela étant, aujourd'hui, je pense qu'on va simplement s'intéresser à l'Assemblée nationale, donc la première chambre. Alors, au sein de l'Assemblée nationale, les acteurs qui interviennent sont appelés députés. D'accord. Ce sont des élus de la nation. Qu'est-ce qu'on entend par des élus de la nation? Très bien. Alors, l'article 90 de la Constitution gabonaise nous dit que l'élu, le député, est un élu national, c'est-à-dire que c'est le représentant de la nation au niveau du Parlement. Vous savez qu'au sein de l'État, c'est le président de la République qui bénéficie de la légitimité nationale ou populaire. Mais dans chaque collectivité, la population a la possibilité d'envoyer son représentant au sein de l'Assemblée nationale pour que celui-ci puisse défendre les intérêts de la nation tout entière. Donc le rôle du député, ou du moins son objectif, est de défendre les intérêts de la nation. Pas seulement de sa localité, mais les intérêts de la nation. En utilisant plusieurs moyens, on aura le temps de revenir sur ces moyens. D'accord. Quels sont les éléments qui caractérisent... Je vais m'arrêter sur le rôle de député, parce que c'est vraiment ce sur quoi est axée notre thématique. Quels sont les éléments qui caractérisent justement ce rôle de député? Alors, le rôle du député est bien résumé à l'article 79 de la Constitution. Cet article fait référence au pouvoir classique du député. Ils sont au nombre de 4 en principe. D'accord. Il y a le pouvoir d'élaborer la loi. Donc, lorsqu'un député constate
qu'il y a une insuffisance quelque part, il peut proposer une loi. Donc, il prend son stylo, il rédige un texte et il le soumet à l'Assemblée nationale. Le député consent également l'impôt. Le député évalue les politiques publiques et le député contrôle l'action du gouvernement. Vous savez, il y a une séparation des pouvoirs. On a le pouvoir exécutif d'un côté, qui est incarné par le président et son gouvernement. On a également le pouvoir législatif, dans lequel fait partie l'Assemblée nationale. Et du coup, le rôle du député, c'est également de contrôler l'action du gouvernement. Lorsque le gouvernement met en place une politique publique, c'est au député de vérifier si celle-ci a atteint les faits escomptés. Donc, les prérogatives classiques du député sont résumées, comme je le disais à l'article 79, à savoir voter la loi, consentir l'impôt, contrôler l'action du gouvernement et évaluer les politiques publiques. Mais attention, le député bénéficie également d'autres privilèges, d'autres pouvoirs. Un député, ou du moins les députés, peuvent également initier une révision constitutionnelle. Si les députés constatent que la constitution gabonaise est lacunaire, ils peuvent initier une révision constitutionnelle, modifier certains articles. C'est ce que dit l'article 167 de notre Constitution. Les députés ont également la possibilité de désigner les membres de la Cour constitutionnelle. Enfin, le président de l'Assemblée nationale a la possibilité de désigner quelques membres de la Cour constitutionnelle. C'est ce que dit l'article 123. Le député a également le devoir de donner son point de vue au président de la République en cas de guerre, ou alors lorsqu'on est face à des circonstances exceptionnelles comme l'état d'urgence, l'état d'alerte, l'état de mise en garde. Le député peut donc à un moment donné donner son avis au président de la République pour l'aider à prendre certaines décisions, tout comme il peut également, comme je le disais tantôt, lui-même contrôler l'action du gouvernement. On parle de l'Assemblée nationale de 1961 à 2026 et lorsqu'on convoque l'histoire, on se rend compte que le Gabon est quand même parti dans les années 1961 d'une chambre unique à un système bicaméral, comme vous le disiez à l'entame de vos propos. Oui. Pourquoi, selon vous, pourquoi avons-nous eu besoin de partir de la chambre unique, justement, à un système bicaméral? Merci pour la question. Alors effectivement, au lendemain des indépendances, nous avons fait le choix d'un monocaméralisme, donc nous n'avions qu'une seule chambre. Oui. Ce jusqu'en 1994. On rappelle que là, on a fait un rétropédalage rapidement. Exactement, oui. Donc de 60 à quasiment 94, nous n'avions qu'une seule chambre, à savoir l'Assemblée nationale. Puis en 1994, on a estimé nécessaire d'adopter une seconde chambre, le Sénat. Celle-ci a été fonctionnelle à partir de 1997. Quelles sont les raisons? La raison officielle, c'est la décentralisation. Donc, une fois qu'on a également mis en place une politique de décentralisation, on a estimé nécessaire, pour bien l'accompagner, de créer une seconde chambre, à savoir le Sénat. Alors, on s'est plus ou moins inspiré de ce qui s'est passé ailleurs. Vous savez qu'aux États-Unis, avec l'État fédéral, la deuxième chambre est indispensable. Donc, aux États-Unis, le Sénat représente les États fédérés, à côté de l'Assemblée nationale équivalent, qui représente plus ou moins le peuple. En France, ce sont des raisons historiques qui ont expliqué l'avènement d'un Sénat, mais chez nous, c'est principalement la décentralisation qui, officiellement, a justifié l'essor d'une deuxième chambre. On partait, et vous l'avez dit dans l'histoire, on part donc d'un, allez, on va le dire, un parti unique à une époque, et on arrive sur un multipartisme, et en même temps, donc, on part d'une chambre à un système bicaméral. Mais est-ce que l'impact des députés se faisait déjà ressentir? C'est surtout la question qu'on se pose. Parce que lorsqu'on balade un peu nos micros à gauche et à droite, les Gabonais ne ressentaient pas à une certaine époque l'impact de l'Assemblée nationale et l'impact des députés du fait qu'on leur dise que les députés représenteraient le peuple. Donc, une fois dans l'hémicycle, pourquoi est-ce que le peuple avait cette impression de ne pas réellement être représenté? Merci une fois de plus pour la question. Alors, sur le plan historique, le Gabon a connu un multipartisme, je dirais de 60 à plus ou moins 63, 64. Il y avait un multipartisme et à l'époque, il y avait deux grands partis. Le BDG de Luyamba et l'UDSG de Jean-Hilaire Obama. À cette époque, il y avait un multipartisme. Et d'ailleurs, à cause de ce multipartisme, le Parlement avait tendance à fragiliser l'exécutif. C'est la raison pour laquelle le président Luyamba a d'ailleurs modifié la Constitution en 1961 pour passer du régime parlementaire au régime présidentiel ou présidentialiste. Donc, après avoir adopté une nouvelle Constitution,
et donc supprimer le multipartisme et consacrer le parti unique qu'Omar Bongo est venu renforcer à partir de 1967-68, finalement, les députés n'étaient plus, je dirais, très dynamiques comme c'était le cas entre 60 et 63. À cause du parti unique, la logique partisane ainsi que la discipline du parti a amené les députés à plutôt se comporter comme... a amené l'Assemblée nationale à se transformer en chambre d'enregistrement. Donc c'est le fait de passer du multipartisme... On entendait quoi par chambre? Vous entendez quoi par chambre d'enregistrement? Une chambre d'enregistrement, c'est une chambre, c'est une assemblée qui ne fait qu'approuver tous les textes issus du gouvernement. Ouais. Vous savez que le gouvernement fait des projets de loi et les parlementaires font des propositions de loi. Mais dans la pratique, ce sont beaucoup plus les projets de loi que l'on rencontre. C'est-à-dire que c'est le gouvernement qui est beaucoup plus à l'initiative, qui prend beaucoup plus l'initiative des lois. Et du coup, lorsque le gouvernement fait un projet de loi, à cette époque, lorsque le gouvernement en faisait, le Parlement avait tendance à approuver la loi en question sans forcément la remettre en cause. Et donc, le Parlement s'était transformé en chambre d'enregistrement. C'était dû au monopartisme. Il y avait un seul parti, le PDG. Et justement, à cette époque, donc à partir de 67-68, pour devenir député, il fallait simplement être d'abord membre du PDG. Voilà. Et au sein du PDG, il y avait des primaires. Et à côté des députés qui étaient élus, sur la base des primaires, il y avait aussi des députés qui étaient nommés directement par le président de la République. 9 députés notamment étaient nommés, soit un par province. Vous voyez qu'une autorité nommée a tendance à être redevable bien sûr, envers l'autorité qui a eu à la nommer. Et du coup, c'est à cause de cette logique partisane, parce que lorsque vous appartenez à un parti politique, n'oubliez pas, il y a également des statuts du parti qui vous sont imposés. Donc, à cause de la discipline partisane d'une part et des nominations d'autre part, les députés n'avaient pas de marge de manœuvre. Du coup, l'Assemblée nationale s'est muée en chambre d'enregistrement qui ne faisait qu'approuver les décisions prises par le gouvernement. Et du coup, on peut dire que ça biaisait un peu le rôle de député vis-à-vis du peuple. Exactement. Mais aujourd'hui, de 1961 aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler d'évolution du rôle de député? Oui, le rôle du député a évolué. Alors, à cette époque, j'ai d'ailleurs, en l'entame de mon propos, rappelé l'article 79 qui donnait 4 principales missions aux députés. 4 principales, alors qu'avant, le député n'avait que 3 principales missions. Voter la loi, consentir l'impôt et contrôler l'action du gouvernement. Aujourd'hui, en plus de ces 3 missions, le député évalue les politiques publiques. Donc, son rôle a évolué. Son statut aussi s'est renforcé. Aujourd'hui, l'article 77 nous dit que le député bénéficie de l'immunité juridictionnelle. C'est-à-dire que lorsqu'il est en fonction, il ne peut pas être poursuivi devant les juges pour les choix qu'il a eu à opérer devant l'hémicycle ou au sein de l'hémicycle. Un député peut et doit normalement voter librement. Il doit s'exprimer librement. Il doit contrôler l'action du gouvernement librement parce qu'il bénéficie de l'immunité parlementaire. Il ne peut pas être attaqué devant les juges. Donc, théoriquement, le député bénéficie de plusieurs prérogatives qui lui permettent en réalité de s'émanciper et d'exercer librement sa fonction. Dans la pratique, cependant, on constate souvent que certains députés ont tendance à mettre en avant la logique partisane. Bien sûr. Au détriment, justement, c'est justement la question d'un de nos internautes qui s'appelle Franck Don, qui demande si aujourd'hui la fonction des députés a changé quand on sait que la majorité des députés sont toujours issus de la majorité. Cette fois-ci, il a mis en griffe, de la majorité, donc du parti majoritaire, disons-le. Est-ce qu'aujourd'hui, ça a changé ? Ou est-ce qu'on reste toujours dans cette même notion partisane du rôle de député, ou alors cette notion partisane influence toujours quelque part le rôle et les missions des députés? Alors la logique partisane influencera toujours, peu importe le système, peu importe le pays. Aux États-Unis, la logique partisane influence, en France, la logique partisane influence. Le Gabon, à mon avis, ne fera pas exception. Mais ce qu'il faut surtout relever ici, c'est que au sein de l'Assemblée nationale, c'est vrai qu'il y a un parti majoritaire, mais je me suis amusé, avant de venir à l'émission, à regarder la composition du Parlement. Et je me suis rendu compte qu'il y a également d'autres partis politiques qui sont représentés et qui peuvent effectivement jouer le rôle de contre-pouvoir, dans la mesure où la Constitution leur donne ses armes. Vous savez qu'un tiers des députés peut par exemple saisir la Cour constitutionnelle pour remettre en cause un projet ou une proposition de loi. Donc, il n'y a pas que les députés d'une certaine majorité qui doivent jouer le rôle de contre-pouvoir qui est attendu de la part d'un député ou d'une Assemblée nationale. Les députés de l'autre bord politique peuvent également le faire. Et même au sein de
la majorité, on a par exemple vu des cas où un député de la majorité finit par voter, de façon négative. Donc, à mon avis, il est un peu tôt. En 3 ou 4 mois, on ne peut pas déjà savoir si les députés de la Ve République vont beaucoup plus privilégier la logique partisane au détriment de la volonté du peuple ou pas du tout. Je pense qu'avec le temps, on aura l'occasion de mieux apprécier leurs interventions. Dans les missions fondamentales du rôle de député, que l'on soit de 1961 et que l'on atterrisse en 2026, il y a quand même le contrôle de l'action gouvernementale quelque part. Elle passe par quoi, ce contrôle? Alors la réponse se trouve dans l'article 80 de la Constitution. Les députés contrôlent l'action du gouvernement à travers des interpellations, à travers des enquêtes. Docteur, est-ce qu'ils ont assez de questions poids écrites pour le faire? Docteur, on parle du gouvernement. Est-ce que les députés ont assez de poids pour le faire, d'interpeller les ministres via des questions orales ou écrites? Est-ce que les députés ont le poids de faire cela? La Constitution leur donne ce pouvoir et ils le font généralement. Après, est-ce que finalement les questions posées aux ministres, ou du moins ces interpellations, vont aboutir au résultat constat? C'est un autre débat. Néanmoins, ce que je voulais surtout relever ici, c'est que la Constitution leur donne ce pouvoir et c'est à eux vraiment de le mettre en évidence, en exercice. D'autant plus qu'ils sont couverts par l'immunité juridictionnelle, ils n'ont rien à craindre. Et qu'en est-il des évaluations des politiques publiques? Les évaluations des politiques publiques, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que les parlementaires ont la possibilité d'analyser un projet qui a été mis en œuvre par le gouvernement, de l'évaluer et de dire si finalement le projet en question a eu des effets escomptés ou pas. Et d'ailleurs, il y a une loi sur les politiques publiques qui a été adoptée. Cette loi précise les objectifs ainsi que les moyens à mettre en œuvre pour évaluer une politique publique de façon efficiente et efficace. Quels sont les défis aujourd'hui du rôle de député? Je vais prendre un exemple. Tout à l'heure, nous parlions avec un de nos chroniqueurs d'une conférence sur l'iboga. Oui. L'iboga qui est utilisé dans certains cultes ou certains rites, notamment le bwiti, mais qui aujourd'hui ne bénéficie pas d'un cadre juridique efficient et efficace. Il n'en a pas. Mais aujourd'hui, vous avez des Américains qui, eux, utilisent l'iboga depuis plusieurs années à des fins médicales. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faudrait? C'est un exemple parmi tant d'autres, mais c'est l'exemple que je prends parce que c'est l'actualité et nous l'avons traité, nous le traitons depuis le début de cette matinale. Qu'est-ce qu'il faudrait? Quel serait le rôle des députés aujourd'hui pour que soit encadré de façon juridique, je parle sous votre contrôle, l'utilisation médicale de l'iboga dans nos hôpitaux à nous? Par quoi est-ce que ça passerait pour atterrir dans l'hémicycle, cette loi voilà? Alors, ce que le député devrait faire, c'est effectivement proposer une loi encadrant justement l'usage de l'iboga. En proposant la loi, il y a toute une expertise à mobiliser. Très bien. Le député doit mener des enquêtes, si possible réunir les experts en la matière, leur demander leur point de vue, réunir également les médecins afin de savoir la posologie, c'est-à-dire le dosage à administrer par exemple au patient, et surtout réunir les experts, les juristes, afin de leur demander de l'aider à proposer un texte consensuel, un texte qui sera en conformité avec la Constitution, un texte qui pourrait bel et bien encadrer l'usage de cette plante. C'est ça le rôle du député. Malheureusement, on constate, comme je le disais tantôt, que ce sont beaucoup plus les membres du gouvernement qui font des projets de loi, donc qui sont au cœur même de l'action législative. Alors qu'en principe, chaque député devrait proposer des textes de loi. Donc on s'attend à ce que les nouveaux députés soient vraiment actifs, à ce qu'ils puissent proposer des textes qui concernent non seulement l'encadrement de l'iboga par exemple, mais également la question du mariage coutumier et j'en passe. Alors, on a Hans Loé qui est sur YouTube. On rappelle que vous avez l'opportunité de réagir. Nous recevons le docteur Tefi Lewis et Zozomo Nkumu qui est docteur en droit public et enseignant-chercheur à l'UOB. Avec lui, nous traitons des missions et évolutions du rôle de député de 1961 à aujourd'hui. Et on a Hans Loé sur YouTube qui dit « Docteur, s'il vous plaît, expliquez-nous de manière simple la loi qui dit qu'un ministre qui devient député ne peut plus être ministre, mais pourquoi les anciens ministres devenus députés sont à nouveau ministres ?» Alors, en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, comme je le disais, on a le pouvoir exécutif qui est censé exécuter la loi. On a également le pouvoir législatif qui est censé élaborer la loi.
Donc le législatif élabore la loi, l'exécutif l'exécute. De ce fait, il y a une incompatibilité. On ne peut pas à la fois élaborer la loi et l'exécuter. C'est la raison pour laquelle, en principe, lorsqu'on est député, on ne peut pas être ministre. Et vice-versa, lorsqu'on est ministre aujourd'hui, on ne peut pas être député. Toutefois, les textes gabonais disent ceci. Lorsqu'on se présente aux élections législatives, on est un suppléant. Donc, on peut être élu député. Néanmoins, si on est coopté par l'exécutif pour devenir ministre, eh bien, on peut, à cette occasion-là, être ministre et c'est au suppléant d'occuper la place du député au sein de l'Assemblée nationale. Est-ce que ce suppléant a les mêmes prérogatives oui, que le député qui remplace? Il a les mêmes prérogatives que le député qu'il remplace. Une fois que les fonctions du ministre, en fait du député qui est devenu ministre cessent, ce dernier retrouve simplement sa place au sein de l'Assemblée nationale et son suppléant la lui cède. Très bien. On a Hermione Assala qui demande combien de types d'assistance juridique particulière, encore appelée immunité, dispose un député? Combien d'immunités? Dispose un député. Y a-t-il des différents types d'immunité? Alors, la Constitution fait beaucoup plus référence à l'immunité juridictionnelle. D'accord. Cela signifie que le député ne peut pas être poursuivi sur le plan pénal, sauf en cas de flagrant délit. Vous voyez un peu? Alors, l'immunité est souvent confondue avec la notion de responsabilité. Parce que sur le plan de la responsabilité, on a la responsabilité pénale, la responsabilité civile, la responsabilité administrative aussi. Alors, est-ce qu'on peut poursuivre un député devant le juge pénal? Non, il bénéficie de l'immunité. Est-ce qu'on peut le poursuivre devant les autres juridictions? En principe, tant qu'il est en fonction, non. Une fois que sa fonction cesse, oui. Mais est-ce qu'on peut poursuivre un député qui aurait commis un acte répréhensible en dehors de l'exercice de ses fonctions? Oui, la Constitution dit que si le député est pris en flagrant délit, il est automatiquement poursuivable. Mais pour cela, il va falloir qu'on puisse lever son immunité. Et 2 tiers des parlementaires devraient voter pour justement la levée de l'immunité parlementaire du député. Donc on la lève et ensuite on ouvre les poursuites à l'encontre de ces derniers. Revenons sur l'action et la présence du peuple. D'accord. Comment est-ce qu'on considère que le peuple voudrait que l'on vote telle ou telle loi? À partir de quel moment le peuple se sent concerné par ce qui se passe dans l'hémicycle? Parce que très souvent, je pose la question parce que très souvent, nous, en tant que présentateurs et journalistes, lorsqu'on évoque ce genre de questions, le peuple a du mal à se reconnaître dans les personnes qui sont censées représenter le dit peuple. Et aujourd'hui, où on va parler de la loi sur le mariage coutumier, qui est une sempiternelle question, ou aujourd'hui de la loi qu'on voudrait voter sur l'IBOGA, aujourd'hui, le peuple a du mal à se reconnaître. Pourquoi et quelles sont les limites juste? Est-ce qu'il y a-t-il des limites à la fonction de député? C'est cela, c'est le deuxième volet. Mais pourquoi est-ce que le peuple a du mal à se reconnaître? Je reviens beaucoup dessus parce que ce sont des commentaires qui reviennent énormément. Ah oui, non, mais ceux-là, ils sont juste là-bas. C'est pas pour nous, c'est pour les autres. Voilà. Alors j'ai l'habitude de dire aux étudiants en salle qu'à mon avis, le problème se situe au niveau de la base, c'est-à-dire dès le processus électoral. Nombreux sont les Gabonais qui ne prennent pas part au processus électoral, qui se disent que de toutes les façons les élections sont biaisées. Moi, je ne vois pas l'utilité d'aller voter pour tel ou tel député, je m'abstiens. Nombreux sont les Gabonais qui font dans l'abstention, dans l'abstinence. Or, très peu de Gabonais finissent souvent par aller voter pour diverses raisons. Hein. Certains, on l'a vu, parce qu'ils ont été transportés, d'autres par conviction, etc. Sauf faisant, dans tous les cas, une fois que le scrutin est bouclé, on a des députés. Une fois qu'on a des députés, ces derniers, techniquement, représentent le peuple. Ils représentent aussi bien ceux qui ont voté pour eux que ceux qui n'ont pas voté pour eux. Du coup, s'ils ont été votés par une minorité pour des raisons bien précises, nous serons un peu étonnés qu'une fois au sein de l'hémicycle, ceux qui n'ont pas été mobilisés, ceux qui sont abstenus ne se sentent pas concernés par ce qui se passe au sein de l'hémicycle. Donc, je pense que tous les Gabonais ont également leur part de responsabilité parce que les députés qui sont au sein de l'Assemblée nationale sont avant tout des Gabonais. Et ils ont été choisis par certains Gabonais. Alors, certains, c'est-à-dire d'autres Gabonais, ceux qui n'ont pas naturellement pris part au processus électoral ont tendance à ne pas se reconnaître dans ce qui se passe, mais c'est parce que dès le départ, ils n'ont pas effectivement pris part à ce processus en question. Et de cette question découlera ma dernière question. Est-ce que donc le député a le devoir de rester au contact de sa circonscription électorale? Est-ce que le député a le droit ou a le devoir d'être au contact des réalités
surtout de son terrain politique. Bien sûr, le député a le devoir de rester proche de ces populations parce que c'est lui qui les représente au sein de l'hémicycle. Et normalement, lorsqu'il est amené à voter pour un texte, il doit normalement le voter en tenant compte des aspirations de sa localité et surtout des aspirations du peuple tout entier, donc de la nation gabonaise. Et normalement, j'ai l'habitude de le dire, ce n'est pas au député d'aller construire des routes dans sa localité et autres. C'est plutôt au député de défendre les intérêts, non seulement de sa localité, mais également de toute la nation au sein de l'hémicycle parlementaire. Docteur Tefi Lewis et Dodo Monkoumou, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On rappelle que vous êtes docteur en droit public, enseignant et chercheur à l'université Omar Bongo. Avec vous, on essayait de comprendre les missions et évolutions du rôle de député depuis l'Assemblée nationale de 1961 à nos jours, donc 2006. On vous souhaite de passer une excellente journée et on vous raccompagne avec cette petite transition.